Eh bien coucou les gars, de retour pour une nouvelle vidéo. C'est encore moi, Eddie Kodjan, mais vous pouvez m'appeler le GOAT. Aujourd'hui, on parlera de contrat de bail et d'attestation d'hébergement ou encore lettre d'hébergement. On verra dans cette vidéo-là lequel, entre l'attestation d'hébergement et le contrat de bail, passe le mieux au visa. Je ne vais pas vous donner la réponse directement, ça va être trop facile. Je vais émettre des arguments pour que chacun d'entre vous puisse déterminer ce qu'il préfère. Parce que oui, chacun a son avantage et chacun a son inconvénient. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je l'ai eu à le dire, je suis le GOAT. J'ai pas mal de vidéos qui pourront vous aider à réussir votre procédure d'études en France et au Canada tout seul sans passer par une agence si vous êtes régulier et autonome. Donc, je vous invite à faire un tour sur ma chaîne, à regarder mon contenu et si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à me laisser un pouce vers le haut, à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos et à me suivre sur tous mes réseaux sociaux. Je suis certifié partout, vous voyez non? Générique. Nerf partout. De retour. Alors, avant même de parler de contrat de bail et d'attestation d'hébergement, je tiens déjà à remercier tous ceux qui ont soutenu, que ce soit depuis le début comme en cours de route. Parce que cette chaîne-là, je l'ai ouverte il y a 3 ans et puis j'avais 0 abonnés. On m'a traité de petit youtubeur. On m'a dit que quand nous on quitte l'Afrique, nous les Africains, nous tous, on devient youtubeur. Et là aujourd'hui, j'ai réussi à arriver là où je suis grâce à mon travail parce que je fais du contenu de qualité, mais grâce aussi à vous qui me soutenez. Voilà, donc je me dois quand même de prendre un petit temps pour vous dire merci. On a réussi à faire ça ensemble sans faux buzz, avec du contenu strictement éducatif. Ça montre que la jeunesse africaine n'est pas seulement dans le divertissement et qu'elle se concentre aussi sur l'essentiel. Et moi, ça me fait plaisir de participer au développement de l'Afrique, mais dans de bons thèmes. Parce que ceux qui sont ici, là, c'est pas dans les histoires de clash qui m'ont connu. Non, ça a été toujours avec du contenu 100% authentique, 100% éducatif. On l'a réussi ensemble, donc félicitations à nous. On peut continuer la vidéo. Donc, attestation d'hébergement et contrat de bail, qu'est-ce qui marche le mieux? Déjà, pour ceux qui ne savent pas, l'attestation d'hébergement, c'est pour ceux qui ne vont pas payer de loyer. C'est-à-dire pour ceux qui vont habiter chez quelqu'un quand ils vont arriver en France. Le contrat de bail, c'est pour ceux qui vont payer un loyer, que ce soit en colocation ou en je ne sais pas quoi. Du moment que vous aurez un loyer à payer, vous devez avoir un contrat de bail ou encore un contrat de location. Je ne sais pas si c'est clair pour vous. Maintenant, pour pouvoir mieux faire la comparaison, pour que vous puissiez comprendre, je vais commencer par citer les papiers que chacun doit fournir. C'est-à-dire les papiers que celui qui se fait héberger doit fournir au visa et celui qui loue sa maison doit fournir au visa. Je vais commencer par les papiers de celui qui se fait héberger. Si vous allez vous faire héberger lorsque vous allez arriver en France, la personne qui vous héberge devra vous fournir une attestation d'hébergement. L'attestation d'hébergement, c'est un papier dans lequel la personne dit qu'elle va vous héberger. Si la personne est étrangère en France, c'est-à-dire si la personne n'est pas française, la personne devra ajouter son titre de séjour. Et c'est là que ça devient intéressant parce que la durée du titre de séjour a son importance. La personne qui vous héberge ne peut pas vous faire une attestation d'hébergement au-delà de la date de son titre de séjour. S'il a un récépissé, le récépissé il n'est pas pris en compte. Donc on parle vraiment du titre de séjour. Sauf s'il a une attestation de décision favorable, là ok. Mais tout ça c'est trop technique, vous n'allez pas comprendre. Je vais aller directement à l'essentiel. Donc celui qui va vous héberger, on va prendre son thème simple. Si son titre de séjour expire en décembre, il ne peut pas vous faire une prise en charge qui va au-delà de décembre. Il ne peut pas vous faire une prise en charge qui va au-delà de la validité de son titre de séjour en fait. Voilà. Si ça expire en décembre, dans son attestation d'hébergement, il doit mentionner qu'il va vous héberger par exemple de septembre à décembre. Et vous, dans ce cas, vous allez faire une lettre explicative pour expliquer au consulat où vous allez vivre après le mois de décembre. Parce que dans la loi, celui qui n'a pas de titre de séjour
n'a pas le droit d'héberger quelqu'un qui veut venir légalement. Vous voyez. Donc, si son titre de séjour, si ça expire en décembre et qu'il vous fait une attestation d'hébergement qui va jusqu'en août ou bien jusqu'en juin, c'est clair que vous allez avoir un refus de visa. Donc, si ça expire en décembre, il faudra qu'il mentionne qu'il va vous héberger jusqu'en décembre. Si son titre de séjour expire en mars, il faudra qu'il mentionne qu'il va vous héberger jusqu'en mars. Maintenant, si son titre de séjour est valide pour au moins 1 an, vous n'avez pas besoin de mentionner la durée de l'hébergement, on s'en fout. Parce que dans tous les cas, vos études pour 1 année, ça va faire 9 mois. Et après, vous allez faire une demande encore de titre de séjour pour pouvoir rester en France. Donc, arrivé là, on va encore vous demander des preuves que vous avez des endroits où vivre. Mais là, on ne parle pas de renouvellement de visa, on reste vraiment dans le visa. Donc, si celui qui vous héberge, son titre de séjour ne couvre pas au moins votre année scolaire, faudrait faire une lettre explicative pour expliquer où vous allez vivre après. Tout en mentionnant que il va vous héberger de septembre jusqu'à la date à laquelle son titre de séjour va expirer. J'en ai déjà parlé, mais j'insiste. Et vous voyez que pour l'attestation d'hébergement, là, souvent il y a problème dedans. Si tous ceux qui ont les gens qui vont les héberger, qui sont étrangers, le titre de séjour finit en août. Si ça finit en août 2023 et que toi ta rentrée, c'est en septembre 2023, tu vois qu'il ne peut pas t'héberger. Parce qu'il ne peut pas faire une attestation d'hébergement qui va au-delà de son titre de séjour. S'il a un récépissé, on s'en fout. Ça ne va pas compter. Si l'attestation de décision favorable, là, ok. Donc, ça fait déjà une condition à respecter quand vous faites une attestation d'hébergement. Et en plus de ça, il faudrait que la personne qui vous héberge n'ait pas de casier judiciaire. Il faudrait que ce soit une personne qui paye ses impôts. Et il faudrait que ce soit une personne exemplaire. Et ça, généralement, vous ne pouvez pas être sûr à 100% que la personne est une personne exemplaire. Donc, avec le contrat d'hébergement, vous voyez un peu les risques. Il y a quand même des complications. Et en plus de ça, avec la lettre d'hébergement, la personne qui vous héberge doit avoir un logement suffisamment grand. Parce que il y a une loi en France qui dit que chaque personne doit avoir un espace habitable de 9 mètres carrés. Dans la théorie, en vrai, là, quand tu arrives en France, là, c'est pas comme ça, hein. Il y a des familles, maisons petites, ils sont remplies dedans. Mais comme toi, tu veux quitter ailleurs pour venir chez eux, là, toi, tu es obligé de respecter. Donc, il y a des dimensions à respecter. Comment savoir les bonnes dimensions quand vous voulez être hébergé? C'est simple. Je vais parler en termes mathématiques. Ça là, normalement, même si vous avez fait série A, vous devez comprendre. Hein? Voilà. Donc, voilà comment vous pouvez faire le calcul pour savoir si la personne chez qui vous voulez rester peut vous héberger. Retenez, j'ai dit, normalement, dans une maison, chacun doit avoir un espace vivable de 9 mètres carrés. Donc, comment ça se passe? Vous, si vous connaissez le nombre de personnes qui vont être, qui sont dans la maison où vous comptez habiter, vous prenez le nombre de personnes, vous multipliez par 9, vous allez trouver un résultat. Pourquoi je dis multiplier par 9? S'ils sont 2 par exemple et que chacun a droit à un espace de 9 mètres carrés, parce que c'est ce qui est dit, chacun doit avoir un espace de 9 mètres carrés. Lorsque vous faites 2 fois 9, ça fait 18. Donc, les personnes qui habitent dans la maison, si elles sont 2, vous faites 2 multiplié par 9. Le 9 là, lui, il ne change pas. Ça va vous donner 18. Maintenant, vous allez encore faire sur les 18, vous allez faire 1 plus 9. Le plus 9 que vous allez faire, en fait, c'est vous. C'est vous, votre 9 mètres carrés que vous devez avoir pour vous, que vous allez ajouter là-dessus. Donc, dans une maison où il y a 2 personnes, vous allez faire 2 fois 9, ça vous donne 18. Plus 9, les 9 mètres carrés habitables qui doivent vous revenir. Lorsque vous faites ça, ça vous donne 27 mètres carrés. C'est-à-dire, pour pouvoir habiter dans une maison où il y a déjà 2 personnes, la maison doit faire minimum 27 mètres carrés pour que la personne puisse vous héberger. Parce que lorsque vous allez arriver dans la maison et que chacun devra avoir son espace de 9 mètres carrés, quand on va prendre le premier, il a 9 mètres, le deuxième, il a 9 mètres, ça fait 18. Plus vous, votre 9 mètres, ça fait 27, on est d'accord. Si vous allez habiter dans une maison où il y a 4 personnes, vous faites toujours le même raisonnement. Vous faites 4 fois 9, ça va faire 36. Plus vous, vos 9 mètres carrés que vous devez avoir là-dessus normalement. Ça va faire 45. Donc, dans une maison où il y a déjà 4 personnes, pour que vous puissiez être hébergé dans cette maison-là, la maison doit faire minimum 45 mètres carrés. Donc, vous voyez qu'avec attestation d'hébergement, il y a beaucoup de calculs. Par contre,
Celui qui va louer sa maison, qui aura son contrat de bail, il n'a pas de conditions. Il a son contrat de bail, c'est tout. Il dépose, c'est fini. Il n'a pas beaucoup de choses à prendre en compte. Donc vous apercevez déjà ce qui est mieux, où il y a moins de tracasseries, c'est forcément ça qui est mieux. Vous commencez à entrevoir ça. Mais ça, c'est pas fini. Ça, c'est du côté où je parlais des conditions. On va arriver maintenant dans le volet où je vais parler de la pertinence même des deux. C'est cette partie-là, ça devient intéressant. Hein? Regardez un truc bête, hein? Un exemple. On va dire quelqu'un me voit là, il me dit bon Eddy, j'arrive dans ta ville, est-ce que tu peux me faire une attestation d'hébergement juste pour ma procédure? Mais quand je vais arriver, je vais pas habiter chez toi, t'inquiète, c'est juste pour pouvoir avoir mon visa. Moi je lui fais l'attestation d'hébergement et en réalité quand il arrive, il n'habite pas chez moi, on est d'accord? Donc l'attestation d'hébergement en fait ça ne prouve rien parce que tu peux prendre ça quelque part avec n'importe qui. Voilà, c'est juste un papier en fait. Ça ne montre pas que effectivement quand tu vas arriver là, tu auras un endroit où vivre. Ça peut être quelque chose que tu as juste pour pouvoir avoir le visa. On est d'accord, hein? On va pas se mentir. Parce que je viens de prendre l'exemple. Je peux faire une attestation à quelqu'un, mais je ne vais pas l'héberger. Par contre, quand on voit un contrat de bail, rappelez-vous, le contrat de bail, c'est le papier qu'un propriétaire donne à celui qui va louer sa maison. Donc quand on voit un contrat de bail, on se dit que lui là, il a un endroit où il va vivre. Parce qu'il a déjà payé au moins sa caution, son loyer. S'il a un contrat de bail, c'est qu'il a une maison. C'est pas un truc qu'il veut faire juste pour pouvoir aller habiter chez les gens ou bien pour pouvoir prouver au consulat qu'il a un coin où habiter. Parce que quand tu as un contrat de bail là, tu es censé habiter dans l'endroit qui est marqué sur ton contrat de bail. Tu peux pas faire autrement. Voilà, parce que quand tu as le contrat de bail, c'est comme si tu loues. Donc tu peux pas louer une maison et puis ne pas aller habiter dedans. C'est bête. Par contre, tu peux dire au consulat que tu vas habiter quelque part avec une attestation d'hébergement, mais aller ailleurs. Donc vous-même, hein, répondez à la question. Entre les deux, niveau crédibilité là, c'est quoi qui est mieux? Vous avez déjà tapé ça en commentaire, vous avez vu. Mais attention, je ne suis pas en train de dire que l'attestation d'hébergement ne passe pas. J'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça. Ça passe. Mais si on veut comparer en termes de crédibilité, en termes de pourcentage, les contrats de bail passent mieux que les attestations d'hébergement. L'attestation d'hébergement, si vous avez respecté toutes les conditions, il n'y a aucune raison que ça ne passe pas. Mais vous-même, avec du bon sens, avec ce que j'ai expliqué là, vous savez que l'attestation d'hébergement, ça prouve rien. Parce que vous pouvez juste prendre ça, arriver et puis ne pas habiter chez la personne. Par contre, quand on voit le contrat de bail, on sait que vous louez une maison. Vous ne pouvez pas laisser votre maison que vous louez là pour aller habiter ailleurs. On est d'accord, non? Donc, niveau crédibilité, pour moi, le contrat de bail est plus crédible que l'attestation d'hébergement. Certains vont me dire, mais Eddy, on peut légaliser l'attestation d'hébergement pour que ce soit crédible. Désolé de vous dire ça, mais la légalisation n'a aucune valeur. C'est pour ça que ce n'est pas obligatoire dans la majorité des cas. Quand je dis la légalisation n'a aucune valeur, pourquoi je le dis? Parce que la légalisation, là, quand on dit légalisation, c'est une légalisation de signature. Retenez ça, légalisation de signature. Si vous voulez faire des recherches, on ne fait pas de légalisation de contenu. On fait de la légalisation de signature. C'est juste pour dire que c'est moi qui ai signé. Donc je suis allé légaliser, j'ai donné pour dire que c'est moi qui ai signé. Mais cela ne veut pas dire que c'est parce que c'est moi qui ai signé que ce qui est mis dans le papier là, je vais vraiment faire ça. Rien ne m'oblige à faire ce qui est mis dans le papier, dans l'attestation d'hébergement, même si c'est légalisé. Parce qu'encore une fois, on légalise une signature, on ne légalise pas un contenu. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc en termes de crédibilité, même la légalisation n'apporte pas de la crédibilité. Ça permet juste de dire que c'est moi qui ai signé. Faites recherche sur légalisation, vous allez savoir que ce que je dis est vrai. Donc pour moi, dans la mesure du possible, privilégiez les contrats de bail. Mais si vous n'avez pas le choix du tout, prenez les attestations d'hébergement. Mais assurez-vous de bien prendre en compte la durée du titre de séjour. De préparer des lettres explicatives sur le titre de séjour. Ne va pas couvrir toute votre année. De vous assurer que la personne est une personne exemplaire qui n'a aucun problème avec la justice et que la personne a un logement suffisamment grand. Tout ça parce que vous voulez attestation d'hébergement. Voilà, donc veillez bien à ça. Pour ceux qui ont contrat de bail, ils n'ont pas beaucoup de problèmes. Voilà, donc je vous laisse en commentaire dire ce que vous pensez. Et si vous ne trouvez pas pertinent, apportez vos arguments, je vais répondre en vidéo. Ok, donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo. On est ensemble.